année, on fait pas. Une année, on prie pas. L'histoire commence en 1995 aux États-Unis. Un homme s'est fait arrêter par la police après avoir attaqué 2 banques. Son arrestation n'a pas posé beaucoup de problèmes car les caméras de sécurité avaient permis de l'identifier sans aucune difficulté. En général, lorsqu'un homme a le projet d'attaquer une banque, il prend soin d'abord de masquer son visage en achetant une cagoule ou un passe-montagne. Mais notre braqueur amateur, lui, avait tout fait à visage découvert. Dans ces conditions, il n'est pas très surprenant qu'il se soit fait si facilement serrer par la police. Mais ce qui ne laisse pas d'être surprenant, c'est la réaction qu'il eut au moment de son arrestation. Littéralement, il était sidéré. Il n'en croyait pas ses yeux. Il n'en revenait pas de s'être fait attraper comme un bleu. Il pensait avoir pris toutes les précautions nécessaires pour échapper à la vigilance des caméras de surveillance. On s'explique difficilement une telle confiance. Quelles précautions pensait-il donc avoir prises pour échapper au radar de la police ? Il s'était en fait badigeonné le visage de jus de citron. Vous me direz que c'est une curieuse idée. Mais lorsque vous voulez écrire un message à l'encre sympathique, il vous suffit de tremper votre stylo dans du jus de citron et d'attendre ensuite que l'encre sèche. Celui qui voudra vous lire n'aura plus qu'à chauffer votre message en se servant d'une bougie. Notre braqueur de banque s'est probablement dit que les mêmes causes devaient produire les mêmes effets. S'il voulait devenir invisible pour les caméras de surveillance, il lui suffisait donc de se tartiner le visage de pulque au citron. C'est tellement idiot que son cas fut confié à 2 chercheurs en psychologie de l'université de Cornell, qui passèrent quelques heures en entretien avec lui. De cette expérience au plus près de la bêtise, David Dunning et Justine Kruger, c'est leur nom, retirèrent une hypothèse assez intéressante. Ils s'empressèrent de mettre en place un protocole expérimental pour vérifier cette hypothèse, ce qui aboutit en 1999 à la publication d'un article dont le titre est, je vous donne la traduction en français, « Sans talent et inconscient de l'être, comment la difficulté à reconnaître sa propre incompétence conduit à des auto-évaluations trop optimistes ». Les conclusions de cet article firent pas mal de bruit, au point de devenir maintenant une loi de psychologie connue sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Pour résumer simplement les choses, Dunning et Kruger ont montré qu'il y avait une corrélation variable entre notre degré de compétence et la façon dont nous évaluons cette même compétence. Les moins compétents ont toujours tendance à se croire beaucoup plus compétents qu'ils ne le sont en réalité. Ça, c'est un fait. Mais ce fait s'explique aussi facilement. En effet, les compétences dont nous disposons ne nous permettent pas simplement d'accomplir avec succès un certain nombre de tâches. Ces compétences nous sont aussi indispensables pour évaluer correctement ce que nous faisons. Tout simplement, on juge mieux ce qu'on sait faire soi-même. Et, en l'occurrence, ceux qui sont le moins capables de faire sont aussi ceux qui donnent le plus volontiers leur avis, même quand personne ne le leur demande. Cette tendance porte un autre nom, un peu plus barbare, l'ultra-crépidarianisme. Ce genre de mot est une bénédiction au Scrabble et pour un professeur de diction, mais il n'est pas très facile de l'utiliser dans la vie quotidienne. Reste à savoir pourquoi je vous ai parlé de cela. Quel rapport entre l'effet Dunning-Kruger et la situation d'un étudiant en classe préparatoire ? Il me semble que vous pourriez retirer de là 2 enseignements utiles. Le premier est une mise en garde salutaire pour tous ceux qui s'imagineraient pouvoir tricher facilement. Un étudiant qui triche est toujours susceptible de se retrouver dans la position délicate de celui qui croit avoir échappé au radar de surveillance parce qu'il s'est copieusement enduit le visage de jus de citron. Le raisonnement est simple. Celui qui est tenté de tricher le fait en principe parce qu'il manque des compétences nécessaires pour réaliser avec succès le travail qu'on lui demande d'accomplir. Or, ce même manque de compétences est précisément ce qui l'empêchera d'apprécier correctement la qualité du travail qu'il rendra à son professeur en y apposant son propre nom. Dans la plupart des cas, ce qui le dénoncera immanquablement, c'est l'écart de niveau manifeste entre ce devoir malhonnête et la compétence réelle que son professeur a déjà eu le temps d'apprécier. De cet écart de niveau, l'étudiant, lui, n'a aucune idée. Il ne perçoit pas, par exemple, ce qui sépare sa maîtrise approximative des règles orthographiques et syntaxiques de l'élégance orthographique d'un texte qui serait composé dans une langue impeccable. S'il avait les moyens de faire la différence, il saurait lui-même reconnaître ses fautes d'orthographe et de syntaxe, et par conséquent, il n'en ferait pas. Mais comme ce n'est pas le cas, il ne se rend pas du tout compte que la meilleure preuve de sa tricherie réside souvent dans le devoir qu'il a rendu. Le deuxième enseignement qu'il faut retirer de l'effet Dunning-Kruger concerne ce que les 2 psychologues nomment la vallée du désespoir. La vallée du désespoir, c'est quand le pic de confiance de la stupidité laisse place brutalement à la conscience désespérée de notre incompétence. En ce qui vous concerne, ce moment coïncide assez souvent avec la réception de vos premières notes. Ce moment n'est guère agréable, d'autant que la traversée de ce creux peut, selon les cas, être plus ou moins longue.
Pour la confiance que vous placez en vous-même, cet instant représente sans doute une rude épreuve. Mais pour votre progression, c'est un passage indispensable. C'est une chute vertigineuse, certainement, mais elle constitue déjà en soi une forme de progrès, car passer de l'illusion qu'on sait faire à la conscience lucide qu'en réalité on ne le sait pas, c'est un peu comme d'emprunter le chemin de la sagesse socratique. Dites-vous bien, si cela peut vous consoler, qu'il y a plus de sagesse dans la lucidité de celui qui sait qu'il ne sait pas, que dans la prétention abusive de celui qui croit savoir ce qu'il ne sait pas. Pour apprendre, et surtout pour avoir envie d'apprendre, il faut donc commencer d'abord par se débarrasser de cette confiance abusive, qui est le meilleur allié de toutes les paresses intellectuelles.